Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler des Penny Dreadful et peut-être que certains d'entre vous ont déjà vu la série qui porte le même nom. Si c'est pas le cas et que vous aimez bien les séries de type un peu horrifique, je vous la conseille vraiment énormément parce que c'est sûr que ça va vous plaire. Ça se passe à la fin du 19e siècle à Londres, en pleine époque victorienne, et ça reprend en fait plein de contes un peu horrifiques de l'époque qui étaient vendus sous le nom de Penny Dreadful. Donc c'est certain que vous allez aimer, vous allez croiser des personnages de type des sorcières, des vampires, des loups-garous. Vous voyez le docteur Frankenstein et ses créatures, le docteur Jekyll, le comte Dracula, Dorian Gray. Enfin, il y a vraiment plein de personnages comme ça de la littérature qui se croisent et vraiment c'est super chouette. C'est, comme je vous l'ai dit, une série un peu horrifique mais aussi poétique je trouve, et je pense que le mieux c'est de vous montrer quelques images de la série. I'm trying to rescue my daughter. To save her, I would murder the world. I have a need for a gentleman, not hesitant to engage in dangerous endeavors. Why me? Because you were unafraid to pull back the skin and look beneath. There are things within us all that can never be unleashed. We all have our curses, don't we? Mais qu'est-ce que c'est que les Penny Dreadful? Eh bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans la vidéo, donc comme d'habitude je vous propose de vous installer bien confortablement, d'éteindre vos lumières et c'est parti. Les Penny Dreadful, c'était des petits romans qui faisaient en moyenne entre 10 et 60 pages à peu près, donc c'était presque plus des sortes de petits magazines qui étaient extrêmement populaires au Royaume-Uni à la fin du 19e siècle et qui en fait reprenaient généralement des histoires un petit peu macabres ou issues des faits divers, enfin vraiment dans le style un peu horrifique. Ils étaient vendus sous forme d'épisodes chaque semaine, donc un petit peu comme on peut le voir aujourd'hui avec des séries, au prix d'un penny, donc d'où le nom est tiré, dans à peu près tous les endroits de passage, que ce soit les épiceries, les confiseries, les tabacs, les gares, etc. Pour vous dire à quel point ça a été un énorme succès, en 1895, on vendait plus d'1 million de Penny Dreadful par semaine. Si les Penny Dreadful ont pu naître et se répandre à ce point-là, c'est notamment grâce à deux choses. D'abord, le développement des techniques d'impression qui a rendu en fait beaucoup plus possible la production en série et en énorme quantité de ce type de magazine. Et d'un autre côté, l'éducation qui s'est vraiment démocratisée, c'est-à-dire qu'on avait de plus en plus d'enfants qui allaient à l'école et qui apprenaient à lire. Et du coup, les Penny Dreadful, ils ont vraiment été faits pour ça, pour être vendus à une énorme majorité de personnes très jeunes, des enfants, des adolescents, issus de la classe plutôt pauvre, plutôt ouvrière. Comme il fallait les vendre pas cher, et bien évidemment la qualité d'impression était vraiment pas très bonne. C'était en fait plus des sortes de petites brochures que vraiment des romans. Ça avait en fait une tête un peu de magazine, mais avec un petit format de manière à pouvoir être glissé dans la poche facilement. Et puis il fallait rendre ça extrêmement attractif, donc du coup en général on avait la couverture qui était très flashy, avec plein de dessins, histoire de bien attirer l'attention, notamment des plus jeunes. Les textes publiés étaient eux aussi de qualité assez médiocre en général, puisque comme je vous l'ai dit c'était vendu peu cher, du coup les auteurs étaient mal payés et en fait à la base ce que l'éditeur voulait c'était vraiment vendre un maximum à très bas prix, donc recherchait finalement pas vraiment des bons auteurs qui écrivaient bien mais plutôt juste en fait de quoi faire beaucoup de remplissage.
Les récits des Penny Dreadful, c'est généralement des récits un petit peu d'aventure pour ressentir plein de sensations avec un héros qui est très jeune afin que le public puisse s'y identifier plus facilement. Et puis par contre, ça pouvait vraiment intervenir dans tout un tas de contextes différents, que ce soit une aventure dans la jungle, une histoire de pirate, une histoire de western, une histoire un peu plus horrifique avec plein de personnages qui interviennent un peu fantastiques, que ce soit des loups-garous, des sorcières, vous pouvez avoir une maison hantée, etc. Et puis en plus de ça, il fallait avoir 2 ingrédients pour être vraiment sûr que les personnes allaient accrocher à l'histoire et avoir envie d'acheter la suite. Il faut évidemment qu'il y ait plein de rebondissements, notamment à la fin de l'épisode, ce qu'on appelle aujourd'hui le twist, de manière à ce que on ait vraiment besoin d'acheter la suite parce que ça se termine sur un retournement et donc on a envie de connaître ce qui va se passer après. Et puis il y avait aussi souvent des petits soupçons d'érotisme afin d'émoustiller les lecteurs. Les récits généralement ils étaient bourrés de clichés, ils étaient pleins d'incohérences dans les intrigues, mais finalement c'était pas très grave parce que tant que c'était écrit d'une manière assez addictive et accrocheuse, ça se vendait quand même. Alors c'est vrai que c'est un peu ridicule dit comme ça, mais honnêtement je sais très bien que ça existe encore aujourd'hui. D'ailleurs moi-même je me suis déjà fait avoir dans certaines séries de ce genre-là qui sont faites finalement de manière à ce qu'on ait envie de regarder pour connaître la suite, alors que c'est même pas bon. Je pense notamment, certains d'entre vous l'ont peut-être regardé, Pretty Little Liars. Pour moi c'est l'exemple parfait de ce que devait être le Penny Dreadful, c'est-à-dire qu'on a finalement l'espèce de tueur dont on a envie de connaître l'identité, et il y a sans arrêt des rebondissements, des retournements de situation, puis on croit que c'est lui et en fait c'est pas lui, et on croit que c'est quelqu'un d'autre, puis il y a des histoires d'amour, il y a des histoires de querelles, de disputes, tout ça, finalement on se laisse avoir, on regarde la série, et moi je sais que j'ai regardé cette série pendant tellement longtemps, juste pour savoir qui était le tueur, alors que je me disais que c'était mauvais et que ça m'énervait, et qu'à chaque épisode je me disais bon allez cette fois c'est bon, j'arrête, si là c'est nul j'arrête. Et je me suis quand même vraiment laissée avoir et je crois que j'ai regardé genre je sais pas combien de saisons, mais beaucoup trop. Il y a quand même quelques histoires de Penny Dreadful qui sortent un petit peu du lot, notamment par exemple l'histoire de Varney the Vampire. Ça c'est vraiment le Penny Dreadful je crois le plus long, ou l'un des plus longs qui a été fait, et aussi un des plus connus. Il a eu 109 semaines de parution, donc c'est quand même vraiment énorme à cette époque. Et en fait donc l'histoire de Varney the Vampire c'était principalement l'histoire d'un homme du nom de Sir Francis Varney qui était donc un vampire et qui martyrisait une famille, donc je crois que c'est ses voisins ou quelque chose comme ça. Et comme je vous l'ai dit, c'est vraiment quelque chose qui était pas très bien écrit, l'intrigue elle a énormément varié au fur et à mesure de l'avancée, avec finalement des retournements de situation qui étaient un peu rocambolesques, genre au bout d'un moment on se rend compte que finalement Varney the Vampire n'est pas un vrai vampire et qu'il fait semblant d'être un vampire pour faire peur aux gens, et puis ensuite quelques semaines plus tard c'est Varney lui-même qui découvre qu'il est un vampire alors qu'il ne le savait pas. Enfin bref, vous voyez c'est pas du tout bien écrit tout ça, mais ce qui est vraiment intéressant avec cette histoire là c'est que ça a vraiment en fait donné plein d'attributs aux vampires qu'on connaît encore aujourd'hui, par exemple certaines caractéristiques physiques ou même des habitudes, vous savez le fait que le vampire peut pas se voir dans le miroir, ou bien le fait que c'est un toupalo qui vit au fin fond d'un manoir, c'est des choses qui nous viennent de cette histoire-là et qui sont restées dans l'imaginaire collectif et qui ont été repris par tellement d'œuvres que maintenant ça fait vraiment partie des caractéristiques du vampire. C'est ce qui a été établi dans ce Penny Dreadful à la base. Celui qui, je pense, est le plus connu de nos jours, qui nous est vraiment arrivé, il s'appelait A String of Pearls, mais il a changé de nom et je pense que vous le connaissez beaucoup plus sous le titre de Sweeney Todd, qui a notamment été fait en film il y a quelques années par Tim Burton dans une espèce de comédie musicale qui était vraiment très chouette. J'aime beaucoup ce film de Tim Burton. Alors je sais pas si vous saviez, moi personnellement j'étais pas au courant, mais en fait Sweeney Todd vient de ce fameux Penny Dreadful qui s'appelle A String of Pearls, qui a été publié en 18 parties en 1846 et 1847. Et c'est vraiment typiquement à peu près la même histoire que dans le film. Et cette histoire-là, elle s'est inspirée d'un fait divers qui s'est vraiment passé à Paris, où
on a réellement un barbier et un pâtissier qui se sont associés pour tuer leurs clients et faire des tourtes à base de leur chair. Ce que je trouve hyper intéressant avec les Penny Dreadful, c'est qu'on voit qu'avec le temps, ils ont développé des sortes de nouvelles techniques d'accroche qu'on connaît encore aujourd'hui, mais qui sont vraiment nées à ce moment-là. Donc le fait d'essayer d'attirer le lecteur pour acheter le prochain journal qui allait sortir, notamment par exemple en terminant, comme je vous l'ai dit, avec un espèce de twist, ou quand l'histoire était vraiment terminée, et on publiait comme le premier épisode, le premier chapitre d'une prochaine histoire, afin de tout le temps faire réaccrocher. C'est exactement ce que vous voyez quand vous êtes sur Netflix par exemple et que vous avez fini une série, ça vous balance tout de suite la bande-annonce pour une série qui ressemble bien, et comme ça vous avez envie de réaccrocher tout de suite, vous lâchez pas et vous binge-watchez ça. Et au final ça nous vient des Penny Dreadful qui étaient vraiment construits de manière à vous donner envie, à être complètement addictif. Et c'est aussi au Penny Dreadful qu'on doit d'avoir, vous savez, ces petits objets à collectionner, ces petites cartes ou ces petits cadeaux qui vont avec le magazine et qui font qu'une fois que vous avez commencé à en avoir, vous avez plus envie d'acheter la suite, comme ça vous pouvez compléter votre collection. Bien que les Penny Dreadful aient totalement disparu de la circulation aujourd'hui et qu'on les connaisse très peu, ils sont finalement les ancêtres de plein de choses qu'on connaît très bien. C'est vraiment à eux qu'on doit la naissance de plein d'autres genres, notamment la science-fiction, les comics books, les pulp fiction qui étaient finalement un peu l'équivalent des Penny Dreadful mais aux États-Unis un petit peu plus tard, ou encore, je pense, en tout cas c'est mon avis, les séries d'aujourd'hui avec ce système d'épisodes qui se termine par un twist. Et vraiment je trouve qu'on retrouve énormément l'essence du Penny Dreadful dans ce genre de construction là. Parce que c'est vrai qu'à nous ça nous semble complètement évident, mais à l'époque ça n'existait pas ce genre de type de série là. Je veux dire, si vous achetiez un livre, vous achetiez un livre, vous aviez l'histoire en entier. Mais le fait d'avoir cette attente entre chaque qui crée finalement un désir et qui va faire qu'on va quand même racheter à chaque fois, c'est assez exceptionnel je trouve. Enfin, c'est quelque chose qui se faisait pas du tout et eux ils ont vraiment réussi à imposer ce système là et on le connaît encore aujourd'hui. Mais bien entendu les Penny Dreadful ils ont pas du tout fait l'unanimité, vous pouvez vous en douter, il y avait pas mal de gens qui étaient contre et qui ont vraiment en fait fait beaucoup de controverses autour de ce sujet là. D'ailleurs en 1886 dans le Pall Mall Gazette, il avait été écrit à propos des Penny Dreadful qu'ils étaient comme le poison qui menace de détruire la part virile de la démocratie. En gros cette phrase là elle traduit une espèce de peur que la nouvelle génération pauvre, peu éduquée et du coup pervertie par les Penny Dreadful finissent par pourrir l'avenir de la Grande-Bretagne. Le 17 juillet 1895, on découvre le corps en décomposition d'Emily Coombs à son domicile. Elle a en fait été poignardée par ses deux fils, Robert et Natty, qui ont respectivement 13 et 12 ans. Dans les preuves présentées au moment du procès, des Dreadful qui avaient été trouvés dans la chambre des garçons ont été montrés aux côtés d'une matraque, un revolver, une chambre de nuit tachée de sang et un couteau. Et le jury prêta une grande attention à ces magazines, de même que le coroner déclara que le contenu de ces publications choquantes avait conduit sans aucun doute à la réalisation de nombreux crimes. Et ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, parce que finalement, à cette époque-là, presque tous les mois, il y avait un nouveau scandale qui sortait où des jeunes avaient fait des choses, commis des crimes ou essayé de s'enfuir et tout ça. Et à chaque fois, ça retombait sur le dos des Penny Dreadful, c'était la faute des Penny Dreadful. À cette époque, on avait quand même fréquemment des jeunes qui volaient de l'argent, qui volaient des armes et qui décidaient de s'enfuir avec pour objectif de partir de l'Angleterre pour aller soit en Australie, soit aux États-Unis. Et ça, à chaque fois, les parents disaient, quand ils se faisaient attraper, que c'était la faute des Penny Dreadful qui leur avaient mis ça dans la tête, ces histoires d'aventure et tout ça. Et je trouve quand même que c'est extrêmement représentatif du fait que personne ne s'est inquiété, je sais pas, de se dire que si les jeunes avaient envie de partir, c'était probablement parce qu'ils avaient une vie absolument misérable en Angleterre à cette époque-là et que forcément ils n'avaient plus aucune foi en leur avenir et qu'ils avaient envie d'essayer de fuir pour aller ailleurs, pour vivre autre chose.
Mais non, c'était plus simple finalement de dire que c'était la faute des Penny Dreadful qui les avait rendus criminels, délinquants et qui les conduisait à se comporter de cette manière-là. Mais finalement, en 1888, le ministre de l'Intérieur, Sir Matthew White Ridley, va déclarer au Parlement qu'il ne peut pas faire interdire les Penny Dreadful parce que finalement il n'a aucun fondement scientifique, il n'y a aucune étude qui a réussi à prouver que ces écrits-là pouvaient conduire les personnes à avoir des comportements criminels. Et en fait j'ai choisi ces exemples pour vous montrer ce qu'est un biais classique de mauvaise interprétation. On retrouve des Penny Dreadful dans toutes les chambres de jeunes délinquants. Donc on fait un lien de causalité, les Penny Dreadful font avoir des comportements négatifs aux adolescents. Sauf qu'on oublie, on omet totalement le fait que les Penny Dreadful se trouvent dans à peu près la chambre de tous les adolescents. Parce que c'est comme ça, tous les adolescents lisent ce genre de choses et donc finalement ça casse totalement ce lien de causalité. Ben non, c'est pas ça. Si c'est dans les chambres de tout le monde, 100% des adolescents, mais qu'il y a finalement peut-être 5% des adolescents qui ont des comportements criminels, bah on peut pas faire le lien, ça ne peut pas fonctionner. Mais comme on raisonne à l'envers en disant c'est un point commun à chaque fois qu'on va dans la chambre d'un délinquant, on trouve telle chose, telle chose, telle chose, c'est ça qui fait qu'elle se comporte comme ça. Bah forcément en fait, oui, vous allez dire 100% des criminels avaient lu ce genre d'histoire-là. Ouais, mais en fait, il y a plein d'autres personnes qui lisent ces histoires-là et qui, eux, ne se comportent pas comme des criminels. Je sais pas si vous voyez, en fait, à quel endroit ça coince dans cette logique-là. Et c'est vraiment ce qu'on va voir aujourd'hui avec notamment les films d'horreur, les séries d'horreur, mais surtout avec les jeux vidéo. Je sais pas si vous avez déjà vu ce débat-là, il y a plein de gens qui disent c'est les jeux vidéo qui rendent certaines personnes violentes. Et on va dire, eh ben oui, il y a eu tel adolescent qui a fait une fusillade dans son lycée, ou tel adolescent qui a eu un comportement suicidaire, etc. etc. Oui, quel était le point commun? Eh bien, il jouait à des jeux vidéo violents. Mais en fait, il y a énormément d'autres personnes qui jouent à des jeux vidéo violents et qui ne font absolument rien. Donc, le lien ne peut pas être fait. Et d'ailleurs, on a énormément de psychologues qui sont spécialisés là-dedans, qui ont étudié ce type de phénomène et qui disent que non, c'est pas possible que ce soit un jeu, que ce soit des vidéos, que ce soit des lectures, ce soit ça qui fasse basculer une personne qui est saine. Si une personne a déjà une faille, oui, ça va sûrement pouvoir aller la renforcer et créer encore plus un déséquilibre et peut-être amener les conditions pour en arriver à un passage à l'acte. Mais en aucun cas, ça peut être uniquement la faute de ce genre d'œuvre, de jeu ou de quoi que ce soit. Ça peut pas être juste ça qui fait qu'une personne va après finalement devenir un criminel. Et ça s'explique simplement par le fait que la grande majorité des personnes qui consomment ce genre de contenu, que ce soit de l'horreur, du gore, de l'angoisse, quoi que ce soit, sont des personnes qui sont tout à fait capables de faire la différence entre la fiction et la réalité. Et donc, non, ça va pas créer une pathologie d'avoir regardé un film d'horreur ou d'avoir lu tel genre d'histoire, c'est pas possible. Voilà, il me semble que je vous ai dit à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur l'histoire des Penny Dreadful. Personnellement, quand j'ai fait mes recherches, j'ai été un peu frustrée parce que honnêtement, on trouve pas grand chose à ce propos. C'est pas facile d'avoir des informations. Moi, j'aurais vraiment adoré trouver un Penny Dreadful et pouvoir vous en lire un passage pour vous montrer un peu le type d'écriture, pour pouvoir un petit peu mieux analyser ça avec vous, mais c'est vraiment pas possible. Ou alors, faut carrément acheter des énormes bouquins avec des recueils, tout ça qui coûte très cher. Donc moi j'avais pas forcément envie d'investir autant simplement pour ça, mais je trouve ça vraiment extrêmement dommage d'un côté et de deux étonnant parce que comme je vous l'ai montré, les Penny Dreadful ils ont vraiment créé tout un nouveau genre qui est extrêmement présent encore de nos jours, auquel on doit beaucoup finalement. Et c'est vraiment bête qu'on puisse pas un petit peu plus accéder à ce genre de choses sur internet. Parce que finalement, on leur doit énormément, enfin ils ont laissé un héritage énorme.
Mais bon, je pense au moins avoir réussi à vous expliquer un petit peu ce que sont les Penny Dreadful, en quoi ça consiste. Et finalement, j'espère que je vous ai appris des choses parce que moi personnellement, je savais pas tout ça avant de faire ces recherches et j'ai trouvé que c'était vraiment super intéressant. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu aussi. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et en attendant, n'oubliez surtout pas de rallumer votre lumière. 1, 2, 3,